soir, les Alliés demandent à l'Irak de se retirer sans condition du Koweït. Ils rejettent les dernières propositions faites par Tarek Aziz à Moscou la nuit dernière, propositions qui contrastaient avec le discours martial de Saddam Hussein hier. Les Alliés adressent même un ultimatum à Saddam Hussein. Si le retrait de son armée ne commence pas avant demain, 18 h, heure française, la coalition attaquera. Cet avertissement a été lancé par George Bush au nom des pays alliés qui restent déterminés et qui se fondent sur le comportement de Saddam Hussein pour justifier une telle attitude. Il l'accuse de pratiquer la politique de la terre brûlée au Koweït. Philippe Pister a écouté le chef de la Maison-Blanche. Will give Saddam Hussein until noon Saturday to do what he must do. Begin his immediate and unconditional withdrawal from Kuwait. Une déclaration de George Bush dans les jardins de la Maison-Blanche après une nuit de consultation avec ses conseillers et de contacts téléphoniques avec ses homologues de la coalition. Midi demain, heure de Washington, donc 18 h à Paris. À partir de là, Bagdad a une semaine pour quitter le Koweït. Une précision de la Maison-Blanche il y a une demi-heure. Les forces irakiennes ne seront pas attaquées dans leur retraite. Bref, par la voix de George Bush, une déclaration des Alliés qui équivaut à un rejet du plan publié cette nuit à Moscou et accepté par l'Irak, d'autant qu'il prévoit plusieurs conditions à ce retrait, selon le président américain, qui dans le même temps accuse Saddam Hussein de double jeu. We learned this morning that Saddam has now launched a scorched earth policy against Kuwait, anticipating perhaps that he will now be forced to leave. He is wantonly setting fires to and destroying the oil wells, the oil tanks, the export terminals and other installations of that small country. Indeed, they are destroying the entire oil production system of Kuwait. Un ton qui semble être celui de la colère contenue. Après avoir remercié Mikhaïl Gorbatchev pour son initiative de paix, George Bush a donc averti Saddam Hussein qu'il soumettrait son peuple à de nouvelles épreuves s'il refusait les termes de l'ultimatum allié. George Bush s'est fait ainsi le porte-parole de la coalition. Roland Dumas et Pierre Joxe, les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense, l'ont confirmé au cours d'une conférence de presse commune. Jean-Paul Giroir. Quel rôle pour l'Union européenne occidentale dans la nouvelle architecture européenne de sécurité? C'était l'ordre du jour initial de ce Conseil des ministres de l'UEO. Les développements de la guerre du Golfe ont bien évidemment largement occulté ce débat. Les 9 ont estimé que l'accord soviéto-irakien constitue un pas dans la bonne direction tout en demandant des clarifications. Clôturant les travaux, Roland Dumas a vivement affirmé le soutien de la France à l'ultimatum lancé à Saddam Hussein par George Bush. Parfaite identité de vue que les décisions sont prises et que notamment la déclaration qui vient d'être faite par le président des États-Unis d'Amérique a été arrêtée. Donc, ayant participé à l'élaboration de cette décision, vous comprendrez que je ne puisse que l'approuver. Aux côtés de Roland Dumas, Pierre Joxe a estimé que des unités entières de l'armée irakienne attendent et souhaitent l'ordre d'évacuer le Koweït, une évacuation qui selon lui peut et doit être effectuée très rapidement. Il y a maintenant quelques heures pendant lesquelles les dirigeants irakiens peuvent enfin prendre la décision qu'ils leur aient signifiée depuis des mois. Par conséquent, le début des opérations terrestres est maintenant programmé. L'heure exacte est relativement secondaire. Le ministre de la Défense a également rappelé qu'un retrait seul ne suffirait pas aux Alliés. Selon lui, le sort des prisonniers, le déminage, entre autres, devront impérativement être réglés. Saddam Hussein aura de ce point de vue échoué. Il pensait pouvoir diviser les Alliés. Mais il n'y a aucune faille, et j'imagine que vous en avez confirmation à l'Élysée, Arlette Chabot. Oui, effectivement, on attend d'une minute à l'autre la publication ici à l'Élysée d'un texte qui sera au fond la version française des conditions du retrait irakien du Koweït développé tout à l'heure par les Américains, et notamment le retrait qui devrait être étalé sur 7 jours. Pourquoi? Parce que ce texte a été mis au point effectivement par tous les membres de la coalition après une série de discussions très intenses menées depuis ce matin. Conversation directe du président François Mitterrand, par exemple,
exemple avec George Bush, mais aussi conversations multiples avec tous les alliés, notamment avec les Égyptiens et les Saoudiens. Donc le texte sera bien commun pour montrer à Saddam Hussein que la coalition reste unie et déterminée. On dit à Paris comme on dit à Washington, à Londres et dans toutes les capitales donc des pays membres de la coalition qu'il n'est plus temps de négocier, c'est trop tard. Saddam Hussein a fait effectivement un pas dans la bonne direction en annonçant qu'il pourrait accepter l'idée d'évacuer du Koweït, mais il ne partira pas du Koweït dans n'importe quelles conditions. Ce sont les alliés qui fixent ces conditions. Il faut donc sortir de toute ambiguïté, que Saddam Hussein dise clairement ses intentions, d'où donc au bout du compte l'idée de lancer un nouvel ultimatum. Merci Arlette. L'avertissement lancé par George Bush au nom des Alliés a coïncidé avec un flottement perceptible à Moscou. Mikhail Gorbatchev, qui avait reçu Tarek Aziz la nuit dernière et qui semblait confiant ce matin, a annulé sa conférence de presse cet après-midi. Il semblait tout à coup réservé à l'égard des propositions irakiennes. Nathalie Ether. Sourire jovial de Tarek Aziz ce matin, juste avant son entretien avec le ministre soviétique des Affaires étrangères. Entente parfaite, ne nous y trompons pas, la belle harmonie de la nuit dernière pourrait bien cacher quelques désaccords entre l'URSS et l'Irak. Car après la réponse positive de Bagdad au plan de paix soviétique, Moscou reconnaît aujourd'hui que d'autres négociations sont nécessaires pour parvenir à un accord final. Principal point de discussion et principale préoccupation des Alliés, les modalités du retrait irakien du Koweït. Dès ce midi, on se montrait prudent quant aux négociations en cours entre Tarek Aziz et Alexandre Bersmetnik. Des progrès sont enregistrés, des détails sont affinés, formules plutôt vagues et laissant présager un certain pessimisme. Pour preuve, l'annulation de la conférence de presse que Mikhail Gorbatchev devait tenir dans l'après-midi. Et pourtant, quelques heures plus tard, le numéro 1 soviétique serait prêt à présenter un nouveau plan de paix allant au-delà de celui négocié la nuit dernière. Est-ce une réponse à l'ultimatum lancé par George Bush ou tout simplement une manière de poursuivre l'initiative diplomatique? Nous allons maintenant rejoindre notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Memona Interman. Memona, George Bush a déclaré tout à l'heure que Saddam Hussein pratiquait la politique de la terre brûlée au Koweït. Avez-vous des informations? Actuellement, un quart du Koweït est envahi par d'épaisses fumées noires et 150 puits de pétrole sur un total de 900 brûlent. C'est le général américain Neal qui nous l'a affirmé. Il a reconnu qu'il était extrêmement difficile d'empêcher les Irakiens de mettre le feu à d'autres installations pétrolières parce que celles-ci sont dispersées. On a posé la question au général Neal sur le sort des quelques 300 000 Koweïtiens qui sont restés de leur pays. Actuellement, on ne dispose pas de données très récentes sur l'état de cette population. On sait en tout cas qu'après la guerre, le Koweït devra réparer beaucoup de dommages, à condition bien sûr que sa propre population ne soit pas détruite. Pierre Jox vient de déclarer à Paris que l'offensive terrestre était programmée. J'ose à peine vous demander programmée pour quand, Memona? Je vais vous le répondre. Ce qu'on sait, c'est que la planification est faite sur 2 jours et que demain, les missions de bombardement vont continuer. Les Américains, les Britanniques et les Français le réaffirment, tout continue comme prévu. Les Français, en revanche, l'état-major français refuse de confirmer qu'il y a eu bien des raids d'artillerie à partir des positions françaises. Ce serait avouer qu'une préparation imminente serait en cours. En revanche, ce soir, les porte-paroles américains et britanniques ont reconnu que des raids très violents, des raids d'artillerie, continuent à se faire sur le territoire du Koweït et ils affirment que ces raids très agressifs et très meurtriers peuvent se poursuivre demain, bien sûr. Merci Memona. La conviction des Alliés, c'est que Saddam Hussein a voulu gagner du temps pour des raisons politiques, mais aussi et surtout militaires. Un report de la bataille terrestre aurait en effet gêné les troupes de la coalition. Les conditions climatiques ne seraient pas les mêmes, et c'est un paramètre important. Pierre Babet. Tirs de roquettes, préparation d'artillerie, raids aériens, patrouilles offensives. Les militaires de la coalition augmentent leur pression sur le terrain, car pour eux, le temps presse. Et au fil des heures, les conditions optimales pour une offensive terrestre se dégradent inexorablement. Tout d'abord, la nuit. Pour déclencher le combat, il la faut sans lune, condition indispensable à l'effet de surprise contre une armée irakienne mal équipée en visée nocturne. Ensuite, la mer. Il faut une marée haute de bons coefficients pour permettre le débarquement et la mise à terre des unités amphibies dans de bonnes conditions sur le littoral du Koweït. Enfin, la météo. Il faut s'insérer entre la fin de la pluie et le début des vents de sable et des fortes chaleurs, car il faut à tout prix éviter l'enlisement de l'énorme machine logistique dans le sable que la pluie transforme en boue, rendant les mouvements très pénibles et les déplacements dangereux.
Or, tous ces éléments, ou plutôt leur conjonction, étaient optimales jusqu'à ce soir, 22 février. Ensuite, les conditions vont se détériorer. Elles restent acceptables jusqu'à dimanche. Après, il faudra attendre un autre cycle lunaire. Quel est l'état d'esprit des pilotes américains et français dans une situation aussi changeante? Suivent-ils de la même manière que nous les péripéties et les rebondissements diplomatiques et cela les perturbe-t-il? C'est l'objet du reportage d'Albert Ripamontier et de son équipe. Il y a 3 mois, ce n'était ici que sable et cailloux. Aujourd'hui, les Américains ont transformé ce coin de désert en base aérienne. D'ici, les F-15 et les F-16 décollent sans interruption pour bombarder l'Irak et le Koweït. Cette nuit, au moment d'embarquer, les pilotes ont encore en tête le discours de fermeté de Saddam Hussein hier soir. Ce n'est qu'au retour de leur mission qu'ils apprennent que l'Irak a fait volte-face. Mais au bord de la piste, la nouvelle ne trouble en rien les esprits. Faut continuer la guerre jusqu'à quand tout s'est rangé. Il est mort. Saddam Hussein, il est mort. Parce qu'il est le problème. Pas les gens d'Irak, mais seulement Saddam. Et donc, d'après vous, tant que Saddam Hussein sera au pouvoir, il n'y aura pas de paix possible? C'est pas possible. Presque au même moment, les Jaguars français atterrissent sur l'aérodrome d'Al-Assa. Ils rentrent après avoir effectué 2 raids dans les mêmes conditions que les Américains. Car à cet instant précis, eux aussi ignorent tout des derniers développements diplomatiques. Enfin, je sais qu'il y a des affaires en cours, mais c'est pas mon problème ce matin. Moi j'avais une bombe à larguer. Et les problèmes Tarekasi ne m'intéressent pas. Quand nos chefs nous diront ok on arrête, on arrête. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Pour l'instant, les ordres n'ont pas changé. Au sol, l'activité de guerre se poursuit et l'on prépare déjà les prochaines missions. L'attitude des Alliés aura satisfait Israël qui craignait ce matin les conséquences d'un cessez-le-feu. Laurence Bobillier et Philippe Poncet l'ont constaté. Si cette guerre se termine alors que Saddam Hussein, cet homme dangereux, reste au pouvoir avec une partie de son armée, le problème ne sera pas résolu. Nous serons exposés au même danger. Nous voudrions que cette menace soit complètement éliminée. Mais bien entendu, nous soutiendrons ce que les dirigeants américains décideront. Dans les rues de Jérusalem ce matin, les Israéliens ont exprimé la même inquiétude que leur Premier ministre. La paix, pas maintenant. Je pense qu'il faut finir la guerre, comme ça nous serons rassurés pour l'avenir. Nous voulons tous la paix, mais j'espère que l'armée de Saddam Hussein sera détruite et bien sûr qu'il partira du Koweït. J'aurais peur s'il y avait la paix maintenant. Ce ne serait pas bon pour Israël. Et même s'ils font la paix, il attaquera Israël quand même. Si la guerre sera arrêtée, ce sera mauvais. Tant qu'il ne sera pas exterminé, ça ne va pas. Je suis contente que les Américains n'approuvent pas le plan de paix soviétique, parce que nous devons vraiment détruire toutes les armes irakiennes. Aucune surprise dans toutes ces réactions. Un cessez-le-feu qui n'impliquerait pas une défaite militaire et politique de l'Irak serait très mal vécu par les Israéliens. En France, François Mitterrand a reçu de nouvelles personnalités politiques tout au long de la journée, aujourd'hui à l'Élysée. La plupart d'entre elles, y compris dans l'opposition, continuent d'approuver son attitude, à l'exception de Georges Marchais. Jérôme Catala. Ce soir, le président de la République a donc reçu l'ensemble des responsables et des personnalités politiques, de la majorité à l'opposition, à l'exception des extrêmes. Pour tous, l'approbation par l'Irak du plan de paix soviétique est une porte ouverte sur la paix. Mais à partir de ce constat, certains se montrent très réservés, voire méfiants, à l'égard du président irakien. Est-ce qu'il est prêt à être suffisamment précis et à donner suffisamment de garanties quant aux conditions qui sont posées à juste titre pour être sûr que ce ne soit pas un nouveau piège? On le verra nécessairement très vite. Nous sommes entre prudence et méfiance face à un dictateur qui, à quelques heures d'intervalle, souffle le froid et le chaud. Les soviétiques ont entrouvert le pas. Il faut saluer leur démarche. Et la paix ne supporte pas d'ambiguïté et bien des points de l'accord de Moscou doivent être éclaircis.
Extrême prudence également du côté de Pierre Méhaignerie pour qui l'Irak doit donner des preuves concrètes de sa bonne volonté. A l'inverse, Georges Marchais affiche un bel optimisme. Il a stigmatisé ceux qui ont suivi jusqu'ici les États-Unis et ont choisi la guerre. Pour lui, il faut négocier et non plus tergiverser. La France a un grand rôle à jouer à la réunion du Conseil de sécurité qui a lieu actuellement pour conduire les Américains à accepter le plan de paix proposé. Elle doit le jouer pleinement au lieu de paraître embarrassée par le fait qu'une issue pacifique s'est ouverte. Bref, au sein de la classe politique française, les lignes de fracture n'ont pas changé. Jean-Marie Le Pen critique François Mitterrand et reproche à George Bush de refermer brutalement la porte ouverte sur la paix. Dans ce contexte, il nous a paru intéressant d'écouter Jean-Pierre Chevènement, qui ne s'est pas exprimé depuis sa démission. Daniel Sportiello a suivi l'ancien ministre de la Défense à Belfort et a recueilli son témoignage. Pour être honnête, il faut dire que les propos de Jean-Pierre Chevènement datent d'avant la déclaration de George Bush, déclaration faite, je vous le rappelle, au nom des Alliés. Suivons le reportage de Daniel Sportiello. Maintenant, je m'occupe de ma ville et des Belfortins, répète, à qui veut l'entendre, Jean-Pierre Chevènement. Un ancien ministre de la Défense, redevenu un édile local, avec des préoccupations qui semblent bien éloignées du Golfe, comme la visite cet après-midi de l'hôpital de Belfort. Et pourtant, pour la première fois depuis sa démission le 29 janvier dernier, il rompt le silence et réagit à notre micro sur le dernier événement de la guerre du Golfe. Que dès lors que l'Irak accepte de se retirer du Koweït, le nord de la France, son intérêt national et le respect du droit lui commande d'agir pour que les États-Unis ne poursuivent pas une guerre qui se situerait à ce moment-là totalement en dehors du cadre des Nations Unies, des résolutions des Nations Unies. Voilà, c'est le bon sens même. Hein? Est-ce qu'il y a un seul Français qui voudrait engager la vie de nos soldats pour, je dirais, un autre objectif que celui qui a été fixé par les Nations Unies? Voilà l'essentiel de ce qu'on pouvait dire sur la guerre du Golfe. Si le communiqué est publié par l'Élysée avant 20 h, Arlette Chabot nous appellera bien sûr de l'Élysée. 30 ans après la guerre d'Indochine, le passé d'un homme remonte à la surface. Un honorable professeur d'université aurait été dans les années 50 responsable d'un camp de militaires français prisonniers du Viet Minh. C'est du moins ce dont l'accusent des anciens combattants. L'accusation est grave. Des milliers de soldats français prisonniers dans ces camps sont morts, victimes des mauvais traitements de leurs geôliers vietnamiens. Reportage de Clément Veyrenal et Marie-Odile Pagnès. Serment à un ami défunt. Jean-Jacques Beuclair, ancien secrétaire d'État à la Défense, mais surtout ancien prisonnier des camps du Viet Minh, avait promis. Il retrouverait un jour l'homme français passé à l'ennemi qui dirigeait le camp où son ami le colonel Midjaville avait été détenu pendant la guerre d'Indochine. Il y a une semaine, Jean-Jacques Beuclair démasque l'ancien commissaire politique à la tribune d'un colloque au Sénat. L'homme est aujourd'hui professeur d'université à Paris. Il a reconnu lui-même, il y a un professeur français qui a déserté en temps de guerre en Indochine, qui a rejoint le Viet Minh, qui a accepté d'être commissaire politique ou commissaire politique adjoint dans des camps et qui se manifestait de façon odieuse, particulièrement odieuse. Et aujourd'hui, ce monsieur est professeur. Et aujourd'hui, ce monsieur est professeur à Paris. Il instruit nos enfants. Cet homme, Georges Boudarel, est aujourd'hui professeur d'histoire à l'université de Jussieu. Il refuse catégoriquement de recevoir chez lui les journalistes, mais nous avons pu le joindre par téléphone. Il reconnaît en partie les accusations portées contre lui. Aviez-vous des responsabilités dans un camp de prisonniers français au Viet Minh entre 50 et 54 ? Je ne connais pas le camp dont parle M. Beuclair, qui est le camp numéro 122, où je n'ai jamais mis les pieds. Étiez-vous dans un autre camp ? Il est vrai que j'ai été commissaire politique adjoint d'un camp de prisonniers, et que je vous rappellerai pour donner des explications plus précises sur ce point. Vous pensez que je peux avoir quand même besoin de mettre mes idées en ordre, non ? Une chose est sûre, Georges Boudarel fut bien l'un des dirigeants du camp dans lequel fut détenu le colonel Midjaville et d'autres soldats français. De 1945 à 1954, le Viet Minh fit 37 000 prisonniers,
plus de 20 000 d'entre eux moururent en captivité, soit près des 2/3. Ces photos, prises à la libération des soldats français, montrent l'état d'épuisement et de malnutrition de ceux qui passèrent par les camps du Viet Minh. De son côté, l'université de Jussieu, où enseigne Georges Boudarel, se refuse à... Les Girondins ont la poisse, ils semblent condamnés à descendre en seconde division. Les difficultés financières sont telles que le tribunal de grande instance de Bordeaux a décidé de placer le club en redressement judiciaire et de rejeter ainsi le plan de sauvetage du président de Rose, François Privat. 24 heures plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Après Gernot Rohr, qui représente les entraîneurs des Girondins, c'est au tour de Patrick Battiston, capitaine de l'équipe, puis plus tard de Joseph-Antoine Bell et de diverses personnalités du club, d'arriver au palais de justice de Bordeaux. 14h30, l'heure fatidique dépassée, on attend toujours Jean-Pierre de Rose. Il ne viendra pas. En provenance d'Espagne, son avion est bloqué à Toulouse par le brouillard. C'est son vice-président, Jean-Pierre Vittori, qui le représente. Après 1 heure d'entretien avec Jean-Pierre Vittori et les représentants du club, le juge Lamanda annonce la sentence. Les Girondins de Bordeaux sont mis en redressement judiciaire. Le vice-président Jean-Pierre Vittori ne fait aucun commentaire. Quant à Joseph-Antoine Bell et Gernot Rohr, ils essaient de garder espoir. Oh non, je pense que ce n'est pas bien grave. Il y a toujours la possibilité de passer à un appel. Et donc, le problème, c'est de savoir si je crois en M. de Rose ou pas. Ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, il y a redressement judiciaire et on peut faire appel. Et je crois que les dirigeants sont capables de se battre pour sauver le club encore. Pourtant, tout laisse à penser que les Girondins se dirigent tout droit vers la division 2. Les vacances d'hiver ont commencé cet après-midi avec des premiers bouchons déjà à destination des Alpes. Alors attention pour demain, la seule vallée de la Tarentaise sera encombrée par 1 million de voitures, si encombrées que des mesures ont été prises pour éviter un week-end aussi noir que le précédent. Reportage de Caroline Sins et Christian de Carnet. Les stations de sport d'hiver sont bondées et lorsqu'on est un skieur de vacances scolaires, la file d'attente devient une habitude. Ski contre ski, après et avant d'être à nouveau pare-choc contre pare-choc. Une image à mettre au livre des records, celle des bouchons de samedi dernier pour atteindre les stations de ski de l'Isère et de la Savoie. Et demain risque bien d'être à nouveau un jour noir pour les vacanciers de la zone A qui repartent et ceux de la zone B qui arriveront. Je viens de Marseille. J'ai mis samedi dernier pour faire Grenoble-Bourdoisan 7 heures et j'espère que demain ce ne sera pas le cas. Dans l'Isère, les problèmes se poseront entre Bourdoisan et Grenoble. Des itinéraires de délestage seront mis en place. Et il est évident qu'avec 500 000 personnes qui vont monter et 400 ou 450 000 qui vont descendre, puisque la zone de la semaine prochaine est encore plus occupée que celle de cette semaine, on risque d'avoir de très nombreux bouchons. Et je pense qu'il faudra que les gens soient très prudents et qu'ils écoutent bien les conseils qui leur sont donnés. Le point noir sera la Savoie. Une seule voie d'accès dessert deux vallées, la Tarentaise et la Maurienne. 40 000 automobilistes vont s'y croiser. Une quarantaine de caméras comme celle-ci sont placées aux endroits critiques et reliées au PC du plan piste à Albertville. Les mairies tiendront des permanences afin de pouvoir accueillir, si nécessaire, des automobilistes en difficulté et tiendront ouverts des hébergements d'urgence, soit dans les locaux scolaires, notamment les internats, soit dans des salles publiques, gymnases, salles polyvalentes, etc. Demain, un conseil, quitter les stations avant 6 h du matin. Le créneau 9h-15h est à éviter absolument, mais les bouchons devraient continuer jusqu'en début de soirée. Le pronostic de M. Courtine pour conclure ce 19-20 pour le tiercé Carté Plus d'Anguin. Il vous suggère de jouer le 19, le 14, le 8, le 16, le 6, le 2, le 9 et le 11. Je vous rappelle l'information de la journée. Les Alliés rejettent les propositions de Tarek Aziz et exigent le retrait du Koweït. Ils adressent même un ultimatum à Saddam Hussein. Ils demandent le retrait du Koweït avant demain, 18 h. Marc Hautement vous donnera d'autres informations à 22h20 dans Soir 3. Et écoutez bien tout à l'heure la météo de Florence Klein. Elle est importante pour le week-end et pour les départs. Vous aurez d'autres conseils pour la route. Bonsoir.